Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur. Et en fait, je veux faire un podcast un peu plus long que d'habitude. Je veux pas me limiter avec un deadline de 20 minutes. Donc, ça se peut que ce soit un peu moins concis que d'habitude. Et le sujet de l'épisode, je veux vraiment que ce soit comme un partage au niveau de ma vision vis-à-vis de l'argent, une espèce de retour aux sources. Et le but de ça, c'est d'expliquer ma philosophie, en fait, la philosophie qui m'a mené où j'en suis aujourd'hui. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous dire quoi faire non plus. Mon but, c'est vraiment plus d'aider ceux qui sont pas satisfaits avec leur emploi ou ceux que leurs revenus ne leur suffisent pas. Puis tu sais, si vous êtes bien dans votre job, puis si votre salaire ou votre revenu convient à vos ambitions, ben c'est peut-être pas le meilleur épisode à écouter pour vous. Ça va être vraiment axé sur l'amélioration de son sort, surtout du côté financier. Et tu sais, si c'est ça que vous cherchez, ben en partant, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres parce que si tu écoutes mon podcast ou que tu regardes mes vidéos sur YouTube, c'est parce que à la base, tu es intéressé par la finance, l'investissement ou par le monde des affaires. Et déjà, ben ça m'indique que tu cherches des réponses, que tu vas apprendre des nouvelles choses et qu'ultimement, ben tu veux optimiser tes finances puis atteindre des objectifs financiers. Sinon, honnêtement, tu ne serais pas en train de m'écouter. Tu écouterais de la musique ou tu écouterais d'autres podcasts plus drôles, plus divertissants. Et juste par le fait que, comme je te dis, aujourd'hui, tu as décidé d'écouter cet épisode-là, déjà, je peux te dire que tu as un edge sur 90% du monde parce que la vaste majorité de la population, elle ne s'intéresse pas pantoute aux finances. Le monde ne comprenne pas comment fonctionne l'impôt, comment fonctionne, c'est quoi en fait l'inflation, les taux d'intérêt, la bourse, etc. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans mon livre Les règles du jeu, dans le sens que pour moi, générer de l'argent, bâtir des sources de revenus, puis gérer ses finances, je vois ça un peu comme un jeu. Et logiquement, si tu connais pas les règles du jeu, ben c'est dur de t'en sortir gagnant. Et c'est pour ça que, autant dans mon livre que dans le podcast, j'essaie d'expliquer comment n'importe qui peut réussir à prendre le contrôle de ses finances et à passer à un autre niveau. Et c'est vraiment ça le but de l'épisode d'aujourd'hui. Je veux vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation financière. Et je vais faire ça point par point. Et on s'entend tout de suite, là, c'est pas des conseils sur mesure, dans le sens que je connais pas votre situation spécifique. Mais encore une fois, l'idée, c'est plus de vous aider à globalement prendre de meilleures décisions financières. Mais tu sais, il faut pas se faire des accroires non plus, là. C'est pas avec ça que tu vas devenir millionnaire en 90 jours, là. L'idée, c'est plus que j'espère que le podcast, que l'épisode d'aujourd'hui va te permettre de faire un move ou de faire des changements dans ta vie, question que tu manques plus d'argent à la fin du mois, que tu aies du cash en masse pour les imprévus, puis que tu aies du fric soit pour l'investir ou soit pour te lancer dans un projet d'affaires si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et première des choses, pour que ça marche, il faut que tes finances, ça devienne ta priorité dans la vie, là, pas ton entraînement pour ton demi-marathon, pas tes constructions sur Minecraft, pas tes dates sur Tinder. Tu sais, en fait, si ta job te convient pas, si tu veux passer le cap des 120, 150 000 par année, ben pour le moment, t'as pas le luxe de pouvoir tout faire ça. Tu sais, on est tous limités à 24 heures dans une journée. Tu peux pas diluer ton énergie, autant mentale que physique, sur un paquet d'autres affaires. Si tu veux changer de vie, il faut vraiment que tu mettes tout ton temps et tous tes efforts sur un seul objectif précis. Et l'objectif en question, c'est de faire du cash. Et entre parenthèses, légalement. Et l'autre chose, c'est que pour rester focus là-dessus, il faut absolument que tu lâches ton téléphone puis que tu essaies de diminuer le temps que tu scrolles justement sur ton téléphone. Parce qu'honnêtement, tu peux pas accomplir grand-chose si tu passes tes journées à checker tes notifications ou à regarder des vidéos sur TikTok. Au fait, TikTok et les Reels sur Instagram, c'est la pire forme de contenu pour notre cerveau, là, dans le sens que ça vient littéralement brûler
notre capacité de concentration, là, parce qu'à force de regarder des vidéos back-à-back, des petites vidéos qui durent une couple de secondes avec du texte, du son, des images, c'est sûr qu'après ça, rester concentré sur une seule tâche pendant 5-10 minutes, dans le silence, sans distraction, ben ça devient un défi, là. C'est une des raisons pourquoi il y a bien du monde qui ont de la difficulté à accomplir quoi que ce soit qui nécessite de l'attention pendant un certain nombre de temps, là. Ils ont de la misère à se retenir de checker leur cellulaire aux 2 minutes. Et il y a vraiment des études scientifiques là-dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ça s'appelle le TikTok Brain. Mais tu sais, si je peux vous résumer les résultats de la recherche, lâchez les vidéos de TikTok, sinon vous allez finir avec la capacité de concentration d'un enfant de 3 ans. Mais je m'en cache pas, là, moi aussi je suis un peu pogné là-dedans. Je veux dire, je commence à regarder sur TikTok en me disant, bon, je vais fouiller pour trouver des idées de sujets sur l'économie ou la finance, la bourse, whatever. Puis là, oups, je pogne un bout de podcast qui me fait rire, fait que je regarde la vidéo. Puis là, oups, une vidéo d'un humoriste. Oups, une vidéo de filles qui s'entraînent au gym. Puis là, tout d'un coup, on dirait je me réveille, là, puis je me rends compte que ça fait 20 minutes que je suis en train de scroller sur TikTok. Donc, pour être honnête, si vous ne créez pas de contenu sur cette plateforme-là, ben, vous seriez peut-être mieux de juste la supprimer, puis vous allez être surpris du temps supplémentaire que vous allez gagner, parce que, tu sais, peut-être vous passez 30 minutes, 1 heure là-dessus, en tout et partout, peut-être plus, le matin, le soir, avant de vous coucher. Donc, éliminer cette source de distraction-là, ça va vous permettre de rester concentré sur vos objectifs. Dans ce cas-ci, je parle d'objectifs financiers, mais ça pourrait être n'importe quel autre objectif. Mais sinon, si on va un peu plus dans le vif du sujet, si tu veux améliorer ta situation financière, évidemment, il y a 2 volets sur lesquels tu peux te pencher. D'un côté, il y a les revenus que tu génères. De l'autre, ce sont les dépenses que tu payes. Ça, je pense que tout le monde comprend ça pas mal. Il n'y a rien de très complexe là-dedans. Et comme vous le savez, l'approche, ça a longtemps été de minimiser ses dépenses et de vivre de façon frugale. Et cette philosophie-là, ça résume pas mal tous les livres québécois sur les finances personnelles. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'on répète tout le temps la même affaire. Au Québec, trouver des rabais puis sauver des piastres ici et là, c'est une fierté, là. Faites le test, comparez vos forfaits cellulaires, puis vous allez voir, ça devient vite un concours de celui qui paye le moins cher par mois. Il y a toujours quelqu'un qui est tout content de nous dire que lui, ça coûte 15$ par mois, puis là, il te montre son vieux téléphone avec l'écran qui est craqué bord en bord, puis là, tu te dis... Bravo, mon oncle Marcel, t'es très inspirant. Mais tu sais, sans farce, c'est sûr que quelque part dans le temps, si tu veux dégager un surplus monétaire dans ton budget mensuel, il faut que tu limites tes dépenses parce que même si tu gagnes 10 000$ net par mois, si tu te montes un beat de vie qui t'en coûte 12 000$ par mois, tu es encore loin de l'indépendance financière. Par contre, dans ce cas-là, tu es quand même dans une braquette de revenus intéressante, donc la problématique est simple à régler parce que de la minute que tu décides de downsizer, c'est-à-dire de réduire tes coûts fixes et de ralentir sur les grosses dépenses, à 10 000$ net par mois, si tu fais un petit effort, tu vas te ramasser assez rapidement avec une bonne somme d'argent de côté. Et c'est pour ça que pour moi, la question de chercher à augmenter ses revenus, je considère que c'est rendu un incontournable parce que autrement, pour les travailleurs qui gagnent un revenu modeste, couper sur les dépenses, ça signifie souvent couper sur la qualité de vie et tout ça pour que finalement il reste une couple de piastres de plus à la fin du mois et ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'imprévu là. Mais si jamais ton auto brise ou si t'as un problème de santé ou s'il faut que tu changes ton lave-vaisselle, là tout d'un coup, là, même en faisant ton épicerie chez Maxi, il te reste plus rien au bout du mois et c'est plate mais c'est la réalité de beaucoup de personnes et c'est pour ça que tant qu'à moi, essayer de réduire ses dépenses au minimum, c'est une stratégie qui est trop limitée et surtout, c'est une stratégie qui ne fonctionne plus en 2024. Avec la forte hausse des prix des 3-4 dernières années, les dépenses essentielles coûtent tellement plus cher
que ça fait en sorte que le coût minimum, juste pour survivre, ben, ça représente une pas mal plus grande portion des revenus des travailleurs. Et ça m'amène à vous partager un conseil ou une recommandation qui concerne le volet des dépenses, même si je le répète, juste diminuer les dépenses, ça suffira pas. Mais ce que je vous dirais de faire pour commencer, c'est de vous trouver une place pour vivre qui est le moins cher possible parce que si vous êtes serré financièrement, c'est absurde de payer pour des pieds carrés que vous n'utiliserez pas. Là. Dans les faits, tu as besoin d'un lit, une cuisine, une salle de bain, that's it. Là. Le reste, c'est tout du bonus. Et là, je le sais, là, on va encore me sortir le scénario de la mère monoparentale qui travaille au salaire minimum et qui ne peut pas rester à ce moment-là dans un 2,5. Et tu sais, je trouve ça bien plate comme réalité, mais c'est un peu comme si tu me disais « Hey, je viens de me couper un doigt, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour éviter que je me coupe un doigt? » Ben là, c'est parce qu'il est un peu trop tard dans le processus pour que j'aie une solution viable à te donner, dans le sens que avoir un ou des enfants, c'est quelque chose qui se planifie, c'est un engagement qui a des coûts et qui amène un paquet de contraintes et de responsabilités à très long terme. Donc, de mon côté, avant même de réfléchir à l'idée de faire un enfant, d'avoir un enfant, ben, je m'assurais d'atteindre une certaine stabilité financière. Je m'assurais également d'être autosuffisant, dans le sens que personnellement, financièrement, être en mesure de couvrir mes frais de subsistance et ceux de mes enfants dans l'éventualité d'une rupture amoureuse. Parce que une séparation, c'est pas un scénario qui est totalement imprévisible non plus. Là. Avec le nombre de couples qui se séparent à chaque année, on peut pas simplement écarter cette possibilité-là. Et tout ça pour dire que si tu travailles au salaire minimum et que ta survie financière dépend de la survie de ton couple, ben c'est sûr que de décider d'avoir un enfant, je trouve que c'est un gros gamble. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faudrait mettre un barème de revenu minimum pour devenir parent. Je dis juste que, évidemment, il y a des conséquences au choix qu'on prend. Et c'est triste, mais parfois, ça peut mettre des personnes dans des situations où c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Encore là, ça veut pas dire que c'est impossible non plus, mais vite de même, je peux pas arriver avec une solution clé en main qui va pouvoir solutionner les problèmes des personnes âgées, des célibataires dans la vingtaine, puis des mères monoparentales de 35 ans. Je veux dire, ça se fait pas vraiment. Donc, ce que je donne, c'est des conseils globaux. Et tu sais, pour revenir au logement, de un, comme je vous dis, ce serait de vous installer dans le strict minimum, parce que de toute façon, si vous souhaitez améliorer votre situation financière, vous ne serez pas souvent chez vous, là, parce que ben, vous allez chercher des clients, vous allez travailler, vous allez avoir 1, 2, 3 jobs, peu importe. Et quand vous allez revenir à la maison, ben, vous allez être brûlé de votre journée. Là. Donc, à court terme, les films sur Netflix puis les soirées à gamer sur des jeux sur Steam, ben, barrez ça de la liste parce que c'est pas quelque chose qui est réaliste, là, parce que quelque part dans le temps, il faut que tu dormes aussi. Et de deux, concernant le logement, il faut absolument trouver une manière de diviser les frais de logement. Dans le sens que si vous êtes en couple, ça se fait pas mal naturellement. Là. Chacun paye sa moitié. Mais pour toutes les personnes célibataires, en 2024, vivre dans un 4,5 toute seule, c'est pratiquement rendu un luxe. Là, parce qu'au prix des loyers, c'est un poste de dépense qui devient très important et qui vient cannibaliser en fait une grande portion de vos revenus. Donc, si tu as un 4,5 ou un 5,5, trouve-toi un locataire avec qui tu vas pouvoir splitter toutes les dépenses qui sont liées au logement. Donc, là-dedans, j'inclus le loyer, mais aussi l'Internet, l'électricité, les assurances habitation, etc. Au fait, quand j'étais dans la vingtaine, j'ai passé 1 an à vivre dans un 5,5 avec ma blonde de l'époque et un autre couple. Donc, on était 4 pour payer le loyer. Encore une fois, le loyer et tous les autres frais de logement. Et ça revenait vraiment pas cher par mois. Puis en même temps, ben, on se retrouvait avec un logement qui avait de l'allure. Sauf que c'est sûr que ça vient avec des désagréments. Là. Je veux dire, je partageais quand même mon espace de vie avec 3 autres personnes. Là-dedans, il y avait ma blonde, c'est correct, mais il y a un autre couple, là, donc c'est pas toujours idéal. Mais encore là, dans ce temps-là, je travaillais 7 jours sur 7. Donc, à part pour dormir la nuit,
j'étais pas très souvent chez nous non plus, là. Donc, grosso modo, je pense que c'est une bonne idée d'essayer de réduire ce poste de dépense-là, là, tout ce qui est lié aux frais de logement, surtout, comme je vous dis, avec la hausse des loyers au cours des 3 dernières années. Et sinon, un autre conseil qui est probablement le plus important de tout, c'est que si vos revenus, ils vous semblent pas suffisants, si vous avez l'impression de ne pas être payé à votre juste valeur, ben, ce que vous devez faire, c'est acquérir des connaissances ou des compétences que les gens vont être prêts à payer pour. Parce que je le dis souvent, votre salaire, c'est le reflet de votre valeur sur le marché du travail. Et généralement, plus facilement tu es remplaçable, ben moins ta rémunération va être élevée. Et dans ce cas-là, ben, tu as tout intérêt à apprendre des nouveaux skills, à développer une expertise dans un domaine. C'est vraiment la manière infaillible d'obtenir un meilleur salaire comme employé. Encore là, avoir des compétences particulières, théoriquement, ça vaut plus cher parce qu'il y a un phénomène de rareté. C'est pas tout le monde qui a ces compétences-là. Mais il faut aussi qu'il y ait de la demande pour tes compétences, dans le sens que si tu es un pro du tir à l'arc, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui sont intéressés à payer pour ça. Donc, dans ce cas-là, c'est pas évident de monétiser ce type d'aptitude-là sur le marché du travail. Et sinon, si tu as l'impression qu'il n'y a aucun employeur qui est prêt à te payer à ta juste valeur, ben, tu peux toujours te lancer à ton compte, trouver tes propres clients et leur offrir soit un produit ou un service. D'ailleurs, par rapport à ça, je te recommanderais de commencer avec un service, ce qui est généralement plus simple et moins coûteux que de mettre en place la production d'un produit. Par contre, l'autre côté de la médaille avec le volet service, c'est que si tu es toute seule pour offrir ce service-là, tu arrives rapidement à un point de saturation où tu es maximisé en termes de temps pour desservir des clients. Mais sinon, ma deuxième recommandation pour ceux qui veulent devenir travailleurs autonomes, ce serait d'offrir votre service à des entreprises et non pas à des particuliers. Je vous explique qu'un particulier qui paye pour tes services, il va toujours payer avec son salaire net, c'est-à-dire avec son revenu après impôt, tandis que pour une entreprise, ses revenus qui proviennent de ses ventes, ben c'est avec ces revenus-là qu'elle paye pour ses dépenses. Pour une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est imposé. Évidemment, ce sont les profits qui restent à la fin. Donc, c'est-à-dire que c'est les revenus moins toutes les charges d'exploitation. Autrement dit, si toi, tu es un sous-traitant qui charge une entreprise pour tes services, ben, ta facture, elle va passer dans ses dépenses et ça va venir simplement réduire son bénéfice imposable au bout de l'année. Donc, si tu offres un service qui coûte 1000$ plus taxes, donc on arrondit ça à 1150$ taxes incluses, ben, pour un particulier qui est imposé à 35%, ben, lui, il faut qu'il génère environ 1800$ en salaire brut pour te payer le 1000$ plus taxes, versus si tu offres le même service à 1000$ plus taxes, mais ce coup-ci à une entreprise, elle va te payer avec ses ventes, donc ses revenus bruts, et ta facture de 1000$, c'est une dépense qui est déductible d'impôt. Et en plus, pour la TPS-TVQ, étant donné que l'entreprise que tu as facturée, elle facture déjà des taxes à ses propres clients, et là, toi aussi, tu lui charges des taxes, ben, tes taxes à toi sont déduites de celles qu'elle a déjà chargées, donc ça va venir réduire le montant qu'elle doit verser à la fin du trimestre. Tu sais, je donne un exemple, la compagnie, de son côté, elle a facturé 10 000$ en TPS-TVQ, et de l'autre bord, elle a payé 4 000$ en taxes, en prenant par exemple tes services, puis d'autres personnes. Ben, à la fin du trimestre, elle va envoyer donc un total de 6 000$ en taxes au gouvernement. En d'autres mots, pour l'entreprise, c'est comme si elle payait tes taxes avec les taxes qu'elle a déjà facturées à ses clients, ce qui n'est pas le cas évidemment pour un particulier qui ne peut pas déduire la TPS-TVQ. Et en plus, ben, il doit payer ces taxes-là avec son revenu net. Donc, encore une fois, son revenu après impôt. Bref, pour toutes ces raisons-là, personnellement, j'ai une préférence pour le B2B, c'est-à-dire le business to business, parce que le revenu à la disposition pour te payer est souvent plus élevé
du côté des entreprises, à moins que tu décides de cibler des particuliers qui ont beaucoup d'argent, là, des personnes fortunées. Dans ce cas-là, ça peut être aussi un modèle d'affaires intéressant. Mais plus souvent qu'autrement, je trouve que c'est plus facile de facturer des sommes importantes à des entreprises que de facturer la même somme à un particulier. Et un dernier conseil que je peux vous donner, si vos revenus ne vous semblent pas suffisants ou si votre emploi ne vous satisfait pas, en fait, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas en prison, là. Oui, vous êtes un employé. Oui, c'est votre employeur qui vous donne votre paye. Donc oui, il y a une certaine dépendance financière de ce côté-là. Et oui, de votre côté, vous avez des obligations financières à payer. Vous ne travaillez pas pour le fun non plus. Et je comprends que tout ça, ça peut donner l'impression que vous êtes pogné là-dedans, mais c'est pas le cas, là, dans le sens qu'il y a d'autres possibilités. Et bien franchement, pour beaucoup de monde, ce serait quand même difficile de venir réellement rempirer leur situation financière et professionnelle en faisant le move de changer d'emploi, de changer de carrière ou de bâtir une entreprise, là, c'est-à-dire de se lancer en affaires, de se lancer à son compte, parce que beaucoup de gens hésitent et pourtant, ils se retrouvent dans des paliers de revenus quand même modestes. Et ce qui est plate là-dedans, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce qu'un employé qui gagne un revenu qui est modeste, ben souvent, financièrement, il est serré. Donc, il a l'impression qu'il n'y a pas de marge de manœuvre et c'est pas faux. Mais en même temps, ce serait la personne qui aurait le plus intérêt à aller chercher d'autres compétences ou de faire le move de changer d'emploi ou de se lancer comme travailleur autonome qui pourrait aller chercher à ce moment-là peut-être plus d'argent. Par contre, ce qui est important de ne pas faire, c'est d'être impulsif puis de décider du jour au lendemain de quitter votre job parce que tout d'un coup, vous êtes écœuré. Et je comprends que des fois, ça peut être tentant, mais c'est définitivement pas la meilleure idée de l'histoire, surtout dans le contexte économique qu'on se trouve actuellement. En fait, la phase de transition, que ce soit une transition vers un autre emploi ou pour devenir travailleur autonome, faut que ce soit le moindrement préparé parce que sinon, c'est sûr et certain que ça va te créer un énorme stress financier. Et encore une fois, je reste 100% d'accord que vous êtes mieux de quitter un emploi que vous n'aimez pas. Mais l'objectif ici, c'est pas non plus de finir chez Raymond Chabot avec une proposition de consommateur ou une faillite. Et là, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur la transition pour passer d'employé à travailler à son compte. Parce que la transition vers un autre emploi, souvent, ça se fait de façon assez fluide, conditionnellement à ce que tu sois certain que quand tu arrêtes de travailler pour l'employeur Y, ben, tu commences tout de suite à travailler pour l'employeur X et qu'il n'y ait pas de délai significatif entre les deux. Donc, en ce qui concerne la transition pour passer d'être un employé à un travailleur autonome, la première étape, c'est d'avoir un coussin financier. Tu sais, je sais que c'est plate, là, mais le fameux fonds d'urgence, il va toujours revenir parce que c'est un élément crucial dans les finances personnelles. Et si dans votre cas, actuellement, vos revenus ne vous permettent pas de dégager un surplus à la fin de chaque mois, ben, dans ce cas-là, c'est pas mal impossible de vous bâtir un fonds d'urgence. Donc, si c'est votre cas, vous n'aurez pas le choix de trouver un deuxième emploi, soit de soir ou de fin de semaine. On s'entend, là, c'est de façon temporaire, mais l'idée, c'est d'accumuler de l'épargne de façon à vous bâtir, comme je vous dis, un coussin financier. Parce que pour moi, sinon, ça amène, encore une fois, un stress énorme et ça va peut-être vous faire douter au niveau de votre capacité à devenir travailleur autonome. Vous allez remettre en question votre move de quitter votre job. Donc, un coussin financier, c'est un incontournable. Et l'autre aspect crucial de la transition, c'est la période de chevauchement où vous allez continuer d'être un employé et en même temps, vous allez commencer à travailler sur votre projet d'entreprise. Autrement dit, en plus de votre 40 heures par semaine à votre emploi, bien, vous allez devoir mettre du temps pour développer votre modèle d'affaires, trouver vos premiers clients, trouver votre méthode justement d'acquisition de clients, compléter vos premiers contrats, voir comment ça se passe, faire votre facturation, votre comptabilité, etc. Et même si cette phase-là est super exigeante parce que vous faites juste travailler, là. Vous avez votre emploi principal, puis en plus, vous avez vos contrats on the side, mais au final,
ça va vous permettre de minimiser vos risques parce que de un, vous vous garantissez une source de revenus stable avec votre salaire et de deux, ça permet de valider si votre entreprise fonctionne. T'sais, si tu as un modèle d'affaires qui est viable, est-ce que c'est plus payant, moins payant que votre emploi? Est-ce que c'est réaliste de penser de vivre uniquement des revenus de votre entreprise? Donc, c'est des questions importantes à répondre avant de quitter votre emploi. Et quand vous commencez à avoir un certain nombre de clients ou que la charge de travail devient trop importante du côté de votre entreprise, à ce moment-là, vous pouvez commencer par essayer de réduire les heures de travail auprès de votre employeur. Je sais que c'est pas toujours quelque chose qui est nécessairement possible, mais je commencerai par ça là, pour quand même vous garder un certain jeu. Et sinon, quelque part dans le temps, si votre projet d'affaires vous démontre qu'il y a bel et bien un potentiel, que vous avez déjà généré de l'argent avec ça, vous avez eu des clients, vos clients sont satisfaits, vous voyez que justement, il y a un potentiel qu'il y ait une croissance du côté de votre entreprise, vous allez être pas mal plus confiant au moment de faire le grand saut puis de quitter votre emploi pour, dans le fond, passer d'employé à travailleur autonome. Et c'est pour ça que pour moi, la période de transition, la période de chevauchement, le moment où vous avez un emploi et que vous êtes en train de bâtir une deuxième source de revenus, pour moi, c'est vraiment essentiel que ce soit bien fait et de venir également contre-vérifier qu'effectivement, vous vous en allez vers une entreprise qui a un potentiel. Là, parce que lâcher sa job demain matin pour une idée de business que tu n'as pas du tout testé, c'est sûr que c'est beaucoup plus stressant puis que tu prends également beaucoup plus de risques que si tu as déjà une réponse du côté du marché, tu as déjà eu des clients, tu t'es fait payer, tu as réalisé des profits. Ça va diminuer beaucoup ton anxiété par rapport à ton projet d'affaires. Puis l'autre chose, c'est que si conjointement à ça, tu as un coussin financier, un fonds d'urgence, tu vas pouvoir te concentrer sur ton entreprise au lieu de toujours de t'inquiéter par rapport à tes finances personnelles, puis à t'inquiéter à te demander si tu vas être capable de payer l'épicerie puis ton loyer à la fin du mois. Donc, grosso modo, c'était pas mal tous les sujets que je voulais vous parler aujourd'hui. Tu sais, je le sais que j'étais allé un peu à gauche, à droite, puis c'était pas l'épisode le plus concis de l'histoire. Il n'y avait pas vraiment non plus de ligne directrice, sauf que je voulais vous partager globalement ma vision puis ma philosophie par rapport à tous ces sujets-là. Puis s'il y a un des éléments là-dedans qui vous a rejoint ou qui vous a aidé à prendre une décision quelconque, c'est sûr que c'est un peu l'objectif de tout ça. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des idées de sujets, je vous invite également à me les écrire au info@traders360.ca. Et là-dessus, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aimez le contenu, si vous trouvez le podcast intéressant, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.